plaisir d'accueillir Éric Sanchez et le professeur Jean-Jacques Tomprado. Éric Sanchez, vous êtes le directeur des particuliers à la direction des activités sociales à G2R La Mondiale. Et professeur Tomprado, vous êtes professeur à l'Institut des sciences du mouvement et responsable du réseau Active Aging 2.0 avec l'Université Aix-Marseille et à G2R La Mondiale. Vous allez nous expliquer comment enrichir l'environnement pour préserver la santé et la qualité de vie des seniors, le rôle des neurosciences et des nouvelles technologies. Vous avez 25 minutes. Merci, bonjour à tout le monde. Simplement déjà remercier le professeur Tomprado qui m'accompagne maintenant depuis des années. Je crois que c'est une belle rencontre. Moi, je voulais absolument, dans mes fonctions de direction à G2R La Mondiale, qu'on puisse faire dialoguer la science et le social pour s'appuyer sur des choses éprouvées, voilà, pour ne pas partir dans tous les sens, et en même temps pour donner une coloration sociale à ce qui peut parfois sembler un peu aride vu d'un public profane. Voilà la petite intro que je voulais faire. Et je pense que la contribution au long cours, elle est très fructueuse entre nous, et on intervient régulièrement ensemble, à mon plus grand plaisir en tout cas. C'est ça, merci Eric. Je suis très reconnaissant à Eric et aux organisateurs de ce colloque de me donner l'occasion d'intervenir sur un sujet qui n'est pas celui avec lequel nous travaillons directement avec AG2R, puisqu'on travaille essentiellement sur le rôle de l'exercice et des nouvelles technologies, donc une INM qui est supportée, aidée par les nouvelles technologies. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer d'élargir un petit peu cette question en montrant comment précisément les neurosciences et les technologies ont quelque chose à dire sur l'environnement, c'est-à-dire finalement l'ensemble qui regroupe à la fois les espaces de vie et les INM et également les technologies. Alors, pour que la problématique des lieux de vie se pose, en fait, cette problématique des lieux de vie, elle s'inscrit de manière plus générale dans celui du rôle de l'environnement dans la longévité. Et la question qui se pose, c'est bien de savoir comment on peut adapter cet environnement dans lequel évoluent les personnes vieillissantes pour qu'il soit conforme à leurs besoins, à leurs attentes et pour qu'il contribue au maintien en santé et finalement à une meilleure qualité de vie. Alors, pour que cette question de l'environnement se pose aujourd'hui, il a fallu que les représentations du vieillissement changent. Puisque je vous rappelle qu'à la fin du XIXe siècle, on considérait le vieillissement comme le déclin inexorable vers la mort. Et de fait, la vieillesse était souvent synonyme de pauvreté et de dépendance. Et du coup, les vieux finissaient leur vie avec les indigents abandonnés dans des espaces, dans des hospices. Évidemment, déjà, dans les années 60, un rapport révélait les conditions indignes de l'accueil des personnes âgées dans les établissements. Alors, qu'est-ce qui a changé au cours des 20 dernières années qui fait qu'aujourd'hui, on se préoccupe des lieux de vie, des INM et éventuellement des technologies? C'est que d'abord, l'espérance de vie a considérablement augmenté et avec elle, l'espérance de vie en bonne santé. On sait aujourd'hui que la perte d'autonomie n'est plus une fatalité puisque 83% des seniors de plus de 65 ans sont autonomes et parmi ceux qui restent, en fait, il y a seulement 4% qui sont concernés par la perte d'autonomie en EHPAD et pour des séjours qui sont finalement relativement courts, en tout cas qui ont tendance à diminuer. C'est ce que nous apprend Gilles Berru dans une conférence donnée en 2002, extrêmement intéressante, que je vous recommande. C'était à la Cité de l'Architecture. Dans le même temps, les neurosciences ont révélé que les trajectoires individuelles de longévité, remarquez que je parle de longévité et non pas de vieillissement, les trajectoires individuelles de longévité peuvent être modulées par un environnement enrichi. Et c'est ce sur quoi on va parler maintenant. Qu'est-ce que c'est cet environnement enrichi? Et du coup, l'attention se déplace aujourd'hui vers la prévention, vers la longévité, c'est-à-dire vers le fait de vivre longtemps. Comment est-ce qu'on peut préserver ses capacités fonctionnelles et sa santé le plus longtemps possible pour maintenir une bonne qualité de vie? C'est ça le sens des INM en fait. Et donc la recherche de la fontaine de jouvence médicamenteuse, on va dire, a laissé la place à ces approches non médicamenteuses.
Alors, qu'est-ce qu'un environnement enrichi dans lequel s'inscrivent les lieux de vie, les espaces? Eh bien, c'est un environnement qui comporte des stimulations physiques, cognitives et des interactions sociales. Cette idée-là, en fait, elle est née des expériences chez l'animal. Je sais que c'est toujours un peu provocateur de mettre des images de bestioles quand on vient parler à des gens qui s'occupent fondamentalement de l'humain, mais il faut avoir conscience que les premières études ont été faites chez l'animal et montré que la configuration des lieux contribue en fait non seulement à la présence de ces stimulations, mais que ces stimulations en fait, sont favorables à la longévité. Et on peut considérer que l'aménagement des espaces de vie aujourd'hui eh bien, correspond au fait d'essayer d'enrichir cet environnement pour créer des stimulations qui vont permettre de lutter contre le stress, de lutter contre la dépression, de stimuler les réponses immunitaires, de faire en sorte que les gens bougent, etc. Alors, d'où vient en fait cette hypothèse-là? Elle vient de la mise en évidence de l'existence d'une plasticité systémique qui est résiduelle même dans l'organisme vieillissant et qu'on formalise aujourd'hui de la façon suivante, en considérant que, contrairement à ce qu'on pensait auparavant, le vieillissement, ce n'est pas seulement des pertes. Ce ne sont pas des pertes inexorables, ce sont aussi des gains et des réorganisations. C'est-à-dire que l'environnement et ce qu'on y fait, les INM, en fait, stimulent cette plasticité et font que, en fait, un environnement, parce qu'on parle toujours des effets bénéfiques, mais il faut aussi parler des effets négatifs. Un environnement appauvri va augmenter les facteurs de risque et entraîner un vieillissement accéléré, alors qu'un environnement enrichi va au contraire stimuler la plasticité positive, c'est-à-dire à la fois les gains et les réorganisations, et générer un vieillissement optimal, ce qu'on certains appellent le bien vieillir, que les chercheurs appellent plutôt le vieillissement optimal, c'est-à-dire préserver au mieux ses capacités physiques, ses capacités fonctionnelles. C'est cette plasticité qui explique qu'il y a une grande variété dans les trajectoires individuelles de vieillissement. C'est-à-dire que la perte de robustesse peut être modulée grâce à l'adoption d'habitudes de vie protectrices qui sont rendues possibles par l'environnement enrichi. C'est le fondement des INM. Et donc, on peut moduler sa trajectoire de longévité. Et du coup, l'âge chronologique n'est plus un proxy pertinent, si vous voulez, pour considérer l'état fonctionnel de la personne. Vous avez une grande variabilité interindividuelle entre les états fonctionnels de personnes qui ont le même âge, pour la raison que je viens d'expliquer. Alors, les diapos, il y a un point rouge, c'est Eric qui prend le relais. C'est pour se rappeler. Non, par rapport à ça, moi, ce que je voulais apporter comme réflexion, je l'ai dit, le social qui s'appuie sur la science, mais pas pour comme ça, pas pour le plaisir, simplement pour en tirer des enseignements pour nous. AG2R La Mondiale, je rappelle, c'est 15 millions d'assurés. Donc, à travers la retraite, Agir Carco et d'autres domaines d'activité du groupe, l'idée, c'est de se baser sur des enseignements avec des fondements éprouvés, des fondements scientifiques solides, et à partir de là, produire, on va dire, des actions, que ce soit des manifestations sociales, produire des caravanes itinérantes, des journées bien-être, des journées de prévention, etc., mais qui soient basées non pas sur ce qu'on perçoit ou ce qu'on a envie de faire, mais sur des choses dont on sait qu'elles sont éprouvées. Avec la notion, et Jean-Jacques le dira, je pense, plus tard aussi, cette notion d'adaptation et de personnalisation. On n'est pas tous faits de la même façon, et on le voit bien, y compris dans les établissements médico-sociaux. Il y a des choses qui vont parler à des personnes, il y a des choses qui vont parler à d'autres. C'est un peu comme la médecine des 4P, une médecine préventive, prédictive, participative, parce qu'il faut un engagement de la personne, sinon on ne peut pas faire à sa place tout, et une médecine personnalisée. Donc c'est quelque chose qui doit arriver. Et j'ajouterai, avec mon ami le professeur Pierre-Marie Liédot de l'Institut Pasteur, une médecine précise. Il faut aussi qu'on puisse faire des choses qui soient protocolées avec le fait qu'on sait que telle et telle chose va produire tel et tel effet. Sinon, en fait, et moi c'est mon job quelque part, on épuise un argent qui n'est pas le nôtre. Voilà, les dotations d'action sociale de l'Agir Carco, elles sont là pour qu'on les utilise à bon escient pour faire des choses qui sont éprouvées, qui sont utiles. Si ça n'est pas utile, il faut qu'on se pose des questions. Donc il faut toujours qu'on regarde cette question de la longévité. Et puis je m'étais marqué en petit post-it une longévité heureuse. Parce qu'il y a une blague qui circule tout le temps chez les médecins, vivre vieux pour faire plein de choses et tout. Oui, mais si on se fait chier, c'est pas terrible. Donc l'envie,
le plaisir, le bonheur, la convivialité, cette petite flamme qu'on peut avoir longtemps, elle est très importante et elle est elle-même stimulée et enrichie par tous les environnements qu'a évoqué Jean-Jacques. Tu veux commenter celle-ci aussi? Oui, donc par rapport à ça, une approche globale de la personne, vous connaissez tous maintenant l'approche de l'OMS sur One Health, une santé intégrative, une santé globale, le vivant dans un cercle non pas pyramidal qui veut dominer toutes les espèces et toute la planète, mais plutôt dans un cercle qui est vertueux, qui fait, on va dire, cohabiter de façon plus harmonieuse tout ce qui est vivant entre soi. Donc ça, c'est une approche qui, à titre professionnel et personnel, me plaît beaucoup plus parce qu'elle est basée sur des interactions très régulières entre tous. Donc c'est pour ça qu'on voit que par rapport à cette approche globale de la personne, on veut arriver d'abord à favoriser des solutions innovantes pour des personnes de 55 ans et plus, ça c'est notre environnement, soutenir les proches aidants, et puis accompagner, on va dire, et soutenir les personnes en situation de fragilité. Mais ça ne pourra pas se faire s'il n'y a pas aussi quelque part une évolution de la société dans son ensemble, parce que tous ces environnements qu'on veut enrichir, ils sont basés aussi sur des interventions de professionnels qui ne sont là que si il y a la capacité, la possibilité et l'envie pour eux de produire de la connaissance et de produire une intervention. Donc ça veut dire qu'aussi la société doit se poser des questions sur ce qu'on veut produire comme environnement pour les personnes les plus âgées, mais pour nous-mêmes plus tard et moi pour plus tard également. Donc quelques principes directeurs qui sont quand même très importants pour nous, cette utilité. Il faut qu'on se pose cette question. Faut, au-delà de se faire plaisir en faisant des choses qui nous semblent super sympathiques, c'est est-ce que c'est utile dans le quotidien des personnes? Est-ce qu'elles vont se l'approprier? Est-ce qu'elles sont acceptables? Et ça fait référence, non pas à l'acceptabilité de façon uniforme, incolore et inodore, mais à une acceptabilité qui soit liée intrinsèquement à la personne, aux valeurs et à son histoire. Et donc, du coup, ça revient à cette personnalisation que j'évoquais tout à l'heure. L'utilisabilité, donc aussi, c'est cette facilité d'appropriation. Si c'est quelque chose qui est très compliqué, soit par un lexique qui fait 800 pages, soit par des choses qui sont très, très techniques, ça sera lettre morte. Et puis, cette efficacité qu'on recherche aussi, parce qu'il faut se dire encore une fois, on ne fait pas les choses pour se faire plaisir. Il faut que ça puisse produire un effet chez la personne, et ça va se voir dans son entourage, ça va se voir dans son quotidien, que ce soit dans les échelles de qualité de vie ou autre, ça va se voir. Des exemples? On a quelques exemples par rapport à ça. Moi, je trouve ça intéressant. On a tous des histoires personnelles avec nos familles, moi avec ma grand-mère, avec plein de personnes, etc. On voit bien que l'habitat, moi quand j'ai démarré dans l'action sociale, l'habitat, si on se disait, quelqu'un qui est dans un HLM et qui occupe un habitat pour 4 personnes, c'est pas normal. Il faut qu'il s'en aille parce qu'il y a un couple avec 2 enfants qui doit arriver, sauf que la personne âgée qui est dedans, c'est pas un HLM. C'est là où il y avait son compagnon, sa compagne, c'est là où elle a vu ses petits-enfants qui sont venus, elle a fait des anniversaires, il y a quelqu'un qui a glissé la nuit, enfin voilà, il se passe plein de choses qui font l'épaisseur et les épaisseurs de la personne. Donc tout simplement pour dire que ce n'est pas juste quelque chose de froid, cette question de l'habitat, et la question de l'adaptation de l'habitat, ce n'est pas simplement pour moi une adaptation technologique, c'est aussi qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y rester. Et puis, quelque chose qui est important pour nous, développer ce que j'appelle cette solidarité du dernier mètre. On voit bien que c'est compliqué aujourd'hui, y compris en France. Le dernier mètre, des fois, même dans les derniers 10 kilomètres, il n'y a pas grand monde, mais pas parce que c'est la faute de quelqu'un en particulier. Notre organisation, elle est faite comme ça. Sauf que si on ne répond pas à ça, on n'arrivera pas à irriguer tout le territoire et on ne pourra pas produire le sens qu'on veut sur cette solidarité de proximité. Sauf que moi, je dis toujours à des personnes qui ont mon âge ou plus jeunes, projetez-vous plus tard. Est-ce que vous avez envie de vivre dans cet appauvrissement de solutions de proximité, ou est-ce que vous avez envie d'œuvrer dans votre coin quand même pour faire que quelque chose puisse se passer avec cette notion de partenariat opérationnel et opérant? Il faut absolument qu'on arrive à relier. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais pour moi, l'innovation, ce n'est pas forcément quelque chose de rupturiel. On n'a pas inventé tout de suite quelque chose d'incroyable. C'est souvent de relier des acteurs entre eux pour que des bouts de solutions qui sont entre tous fassent une alliance vertueuse, une coalition vertueuse, et que cette coalition, elle produise un effet pragmatique dans le quotidien des personnes. Alors, dans ce contexte, quel peut être le rôle des neurosciences et des technologies pour aménager des lieux de vie enrichis? On en a identifié trois grandes directions. La première, c'est de penser l'habitat en s'appuyant sur la neuroarchitecture. La deuxième, c'est de proposer des INM qui soient orientés vers la prévention
des effets du vieillissement, notamment l'exercice, mais également l'alimentation, les interactions sociales, et intégrer les nouvelles technologies. Et ce que je vais faire maintenant, très brièvement, c'est survoler ces 3 directions pour donner quelques éléments de réflexion. Alors, la neuroarchitecture, c'est quelque chose qui se développe beaucoup aux États-Unis, de ce que j'ai compris, un petit peu moins en France. Et ça s'appuie sur l'idée que nous percevons notre environnement à la fois de manière consciente et de manière inconsciente, et que, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la plasticité, en fait, l'exposition répétée à un environnement impacte positivement ou négativement notre fonctionnement neurophysiologique, notre état psychologique, nos défenses immunitaires et finalement tout notre comportement. Et donc, il faut aussi avoir conscience que l'environnement est perçu en référence à nos capacités d'action, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les affordances, c'est-à-dire que l'environnement génère, il nous dit finalement si tel escalier est montable, telle porte est franchissable, telle pente est montable, etc. Donc c'est ça, si vous voulez, qui justifie le fait que l'on pense l'environnement à partir de notre fonctionnement cérébral, de notre fonctionnement systémique. C'est pour ça qu'on va essayer, on devrait essayer de construire à la fois des villes, des bâtiments et des logements qui améliorent le bien-être, et cela en croisant en fait à la fois le design, les sciences cognitives, les neurosciences, la psychologie sociale, en les incarnant dans des études comportementales. Alors je vous ai montré ici une évolution, par exemple. L'évolution des lieux, et on en a montré tout à l'heure avec les jardins, ça rend bien compte en fait que cette idée-là, même si elle ne s'implémente pas encore dans un tas d'études de neuroarchitecture, elle est intégrée par les gens qui sont confrontés à l'urgence du faire. Tout le monde a bien compris qu'en emménageant les lieux et l'environnement, on va en fait avoir des effets, et ça a été bien montré auparavant, même si pour l'instant on ne comprend pas tout. Et nous, notre rôle, c'est d'essayer de comprendre les conditions qui font que c'est efficace ou moins efficace. Voilà, on peut aussi penser l'aménagement urbain pour favoriser l'activité physique, comme ça a été fait à Eindhoven, par exemple, où on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les nudges, les coups de coude dans les espaces de vie, c'est-à-dire des aménagements qui jouent sur notre perception inconsciente. On parlait de la conscience tout à l'heure, mais l'inconscience, la non-conscience, c'est aussi très important parce que selon comment on aménage les lieux, en fait, on va inciter les gens à faire tel ou tel type de comportement, le plus connu étant l'urinoir des aéroports, le fameux urinoir dans lequel la petite mouche constitue la cible et qui facilite grandement la tâche des gens qui nettoient. Oui, d'ailleurs, par rapport à ça, juste une anecdote. Moi, je suis très versé dans la philosophie asiatique. On appelle, ça s'écrit Feng Shui, mais ça se dit Feng Shui. Ça veut dire vent et eau. C'est l'ancêtre un peu de l'écologie. Vous avez tous testé. Il y a des endroits où on va et où on se sent spontanément et intuitivement bien. Ce n'est pas le cas forcément de cette salle, mais ce n'est pas fait pour ça. On n'y resterait pas, par exemple, je pense, des jours et des jours comme ça, dans une espèce de loft, ici, obligé. Ça veut dire simplement que l'environnement immédiat, l'environnement, la façon dont l'habitat est fait, la façon dont c'est organisé, les jeux de lumière, enfin tout ça c'est travaillé et ça peut produire des effets qui sont vraiment positifs. Par rapport à cette question qu'on évoque de ZNM dans des lieux de vie, moi j'aimerais bien faire ici la différence entre des animations dites occupationnelles et des choses plus fondamentales. C'est un peu le travail qu'on mène avec le professeur Tim Prado et son équipe. Il y a des choses qui sont occupationnelles et qui sont très vertueuses, qui sont très intéressantes pour les gens, ils se sentent mieux, ils recréent du lien, ça refait cette petite flamme dans leur vie quotidienne de se dire « j'ai envie de... mon moteur se remet en marche ». Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut lui donner un effet plus, plus puissant que simplement une vitalité occupationnelle ou une vie de loisir ou quelque chose de convivial. Mais ça joue un rôle quand même très important dans cette question de l'animal social qui est l'être humain et des interactions sociales qui sont extrêmement importantes. Donc c'est pour ça que ces simples passe-temps, on peut considérer que c'est des passe-temps, ils sont très importants parce qu'ils créent du lien entre les gens, ils maintiennent les liens sociaux, ils vont favoriser, pour combattre la dépression, ils vont améliorer des capacités, mais il ne faut pas leur donner plus d'importance que ça en a, sauf s'il y a une évaluation scientifique qui dit que. Voilà, ça c'est intéressant. Du coup, qu'elle soit proposée pour moi dans des résidences ou dans des lieux plus privés ou associations,
C'est très important également de pouvoir avoir cette diversité d'accomplissement. Hein, on parlait des 5 sens, mais là, tout à l'heure, je redisais dans le métro, parce que j'étais en retard, il n'y avait plus de ligne 7, que voilà, les 5 sens, c'est fondamental. Hein, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Si on n'arrive pas régulièrement à stimuler ces sens, moi j'ai fait une petite chronique pour une radio récemment qui s'appelait « Des 5 sens pour une pratique ou pour une vie sensationnelle ». C'était un petit jeu de mots rigolo. Ah tiens, il y a la police qui nous a repérés. C'est pour les élections aux États-Unis peut-être. Et du coup, ce que je veux dire simplement, c'est qu'on peut jouer là-dessus. Il y a des personnes qui vont être plus olfactives, plus visuelles, plus sensitives, plus auditives, plus tout ce qu'on veut. L'idée, c'est de ne pas imposer. Tout à l'heure, Jean-Jacques, vous marquez, ça me plaît bien, les nudges, parce que inciter sans contraindre. Le but n'est pas de dire il n'y a qu'à Faucon, le tai chi c'est bien, le machin c'est bien. J'en sais rien, moi. C'est bien si ça te fait du bien, si ça te fait du mal, fais autre chose. Si tu aimes bien faire des tiramisu, fais des tiramisu. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer aussi de garder à l'humanité des espaces de liberté où chacun, avec son système de valeurs et son épaisseur de vie, va dire « moi, ce qui me fait du bien, c'est ça ». Et c'est ça, la personnalisation. Mais toutes ces techniques-là vont permettre de créer du lien, de stimuler des capacités, d'améliorer le bien-être. Et elles sont basées sur des choses qui, aujourd'hui, sont évaluées scientifiquement. Et après, il y a des choses qui vont vous parler, à vous et pas à moi, et vice-versa. Et ce n'est pas grave. Il y a une unicité dans l'humanité, mais aussi une extrême diversité. Il faut que ça parle à l'histoire et à la personnalisation de chacun. Alors, c'est bien la question de l'efficacité qui nous préoccupe et sur laquelle on travaille, évidemment, dans le cadre que vient d'expliquer Eric. Je donne un exemple, je ne veux pas de mal à ces gens, je trouve que l'expérience est très intéressante, elle est très récente, hein. J'ai trouvé ça sur LinkedIn la semaine dernière, et une collègue qui se félicitait d'avoir réussi à faire plus de 1000 km dans l'année à un certain nombre de seniors et voilà, et qui disait que ça avait créé du lien social, ce qui est indéniable. Le spécialiste de l'activité physique que je suis a tout de suite fait un petit calcul et s'est rendu compte qu'en termes de promesses et d'efficacité, on était certainement assez loin du compte, hein, puisque si on divise les kilomètres parcourus par le nombre de gens qui ont participé et par le nombre de jours, ça ne fait pas beaucoup. En tout cas, beaucoup moins que ce qu'on pourrait recommander. Alors, voilà, ceci pose un certain nombre de questions qui sont les questions qu'on se pose avec AG2R la mondiale. Hein. Comment enrichir finalement ces lieux de vie avec des INM pour rompre avec la sédentarité et pratiquer des activités physiques efficaces. Et là, on est amené en fait à comparer un certain nombre d'activités entre elles pour savoir quelles sont les plus efficaces, y compris des activités qui impliquent des technologies. Et on se demande, par exemple, si il vaut mieux qu'il y ait un coach, ou bien est-ce qu'un coach robotisé serait aussi efficace, puisqu'on en trouve maintenant dans les lieux de vie. Est-ce qu'un robot mobile pourrait être intéressant pour faire de l'activité physique à distance? Est-ce qu'un coach virtuel à domicile? Tout ça, c'est toutes des choses qui existent, hein, que je vous montre ici. Donc, si vous voulez, ça existe, ça arrive sur le marché. La question, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est efficace? Indépendamment de ce qu'on en pense. Indépendamment de ce qu'on en pense. Hein. Et donc, la démarche qu'on adopte avec AG2R, Eric l'a dit, c'est une approche centrée utilisateur, hein, c'est-à-dire toujours en mettant l'humain au centre, mais en se demandant quand même si on peut exhiber des connaissances scientifiques, hein, qui montrent que ces solutions sont utiles, acceptables, utilisables et efficaces. Et donc c'est le sens en fait du partenariat, hein, que nous avons à travers la chaire Active Aging, c'est-à-dire un projet qui va maintenant s'étendre sur plus de 6 ans, hein, dans laquelle on étudie les moyens donc, des INM, hein, à travers l'exercice, les moyens de préserver le capital cognitivo-moteur grâce à l'exercice et aux technologies, notamment les exergames, c'est-à-dire les jeux vidéo actifs. Il y en a quelques-uns de très bonne qualité, je vous encourage à aller les voir dans le couloir chez Silverfit. On a un axe sur l'amélioration de la mobilité, la prévention du risque de chute, mais également, parce que c'est très important, l'acceptabilité, l'utilisabilité et l'efficacité de ces nouvelles technologies.
Alors, bon, pour faire ça, je passe vite, mais on est très équipé grâce à AG2R. Vous voyez, on a une piste dans laquelle on peut faire marcher les gens dans des environnements encombrés et accidentogènes sans les mettre en insécurité. Donc ils marchent dans des environnements de réalité virtuelle, ils sont assurés et on leur propose des environnements. Donc c'est un peu différent des ateliers chutes classiques et on a des raisons théoriques de penser que ça sera plus efficace. La réponse, bientôt. On compare aussi des dispositifs, par exemple des tapis roulants équipés de réalité virtuelle, cette piste que je viens de vous montrer, ou la classique Wi-Fi, parce que vous avez du matériel qui coûte entre 200 et 115 000 euros, et au milieu, notre piste de marche, c'est à peu près 1 000 euros. Bon, voilà. Donc, est-ce que, finalement, c'est quoi le rapport coût-bénéfice des dispositifs? Donc, on utilise tout un tas de jeux, vous voyez, des technologies pour entraîner ces seniors. Et ce qu'on aime bien avec AG2R, c'est qu'on n'a pas de limite, c'est-à-dire on essaye de comprendre ce qu'il faudrait, comment il faudrait que ça soit pour que ça marche, et on verra ensuite si on peut amener ça auprès des seniors et à quelles conditions pour que ça soit accepté et acceptable. On compare avec des interventions conventionnelles, par exemple le tai chi, la marche nordique, des circuits de training classiques ou assistés avec des nouvelles technologies. On utilise aussi un robot mobile. Oui, là, moi, je voudrais dire 2 choses. Tout à l'heure, Jean-Jacques est passé rapidement sur l'histoire de la prévention des chutes. Moi, ça m'avait marqué. Et pour la petite anecdote, ce que tu m'expliquais à l'époque, c'est les interventions physiques avec un coach incarné. Souvent, ils font attention pour éviter que les personnes chutent et ils vont s'auto-restreindre, s'auto-censurer dans la façon de stimuler la prévention des chutes chez les personnes, d'environ 30%, tu me disais à l'époque. Donc de ce point de vue, un environnement virtuel, c'est pas c'est bien, c'est mal. À la limite, je m'en fous de ça, c'est pas mon avis qui est intéressant. C'est de dire, si dans cet environnement sécure, la personne peut être stimulée beaucoup plus et que ça produit des effets efficaces sur elle, ben, il faut se poser la question. Il en est de même, c'est pour ça que je faisais ce parallèle, avec le robot mobile. L'intérêt, bien sûr qu'on préfère tous avoir des relations incarnées avec quelqu'un, mais il y a des endroits de France, il y a des moments, il y a des parcours de vie où des fois, ce n'est pas toujours possible. Donc est-ce que dans ces cas-là, on dit que le monde idéal, c'est celui-là, mais il n'existe pas? Ou est-ce qu'on trouve des solutions qui scientifiquement sont évaluées, qui produisent quand même des effets, avec des robots ou des choses qui ont un petit aspect un peu familier, voire un peu convivial, et pour se dire que ça peut être le prétexte. Moi, je l'ai imaginé, par exemple, en ruralité, une mairie, une petite commune rurale au fin fond de la France, qui met à disposition une salle des fêtes, des mariages, de tout ce que vous voulez. Les personnes, au lieu de rester chez elles et de ne pas avoir d'intervenant à côté parce qu'il est trop loin ou c'est trop cher, ou les deux, se retrouvent collectivement dans une salle. Il y a un temps d'avant, un temps d'appropriation, un temps de blagounette entre elles et tout, comme moi je le fais dans mes ateliers tai chi Alzheimer. Okay. Puis il y a le temps de l'activité qui doit produire des effets, qui est protocolé, et il y a le temps d'après. Donc ça veut dire que là, l'intervention avec un robot téléprésence et avec un coach à distance, c'est aussi le prétexte à une activité enrichie socialement, enrichie en activité physique, mais qui participe de la compréhension des contraintes de la France sur la ruralité, sur l'éloignement géographique, etc. Ce n'est pas simplement se dire on va tous mourir, c'est pas possible, comment on fait pour aller à 40 km de chez soi? C'est produire des choses qui peuvent améliorer. Moi, je prends ça comme la palette d'un peintre. Il y a une palette de solutions, il y a une palette de couleurs, et il y a un ensemble de choses qu'on peut mettre en place. Voilà, je rassure les organisateurs, on va s'arrêter, on a déjà beaucoup dépassé le temps. Juste pour dire que dans le futur, on ne va pas y échapper, quoi qu'on en pense. Il faudra intégrer les technologies avec les INM pour les enrichir, pour les rendre probablement plus efficaces et les intégrer aussi au lieu de vie et à l'environnement. Quand je dis qu'on ne va pas y échapper, c'est que l'écosystème de la silver economy, il est en train de se développer. Il y a énormément ce qu'on appelle les edge tech qui sont en pleine croissance. Il y a aujourd'hui plus de 300 entreprises start-up qui sont sur le marché de la silver economy, dont bon nombre en lien avec la santé, avec les INM. Vous en avez quelques exemples dans les couloirs ici. Donc on ne va pas
va pas y échapper. Et d'ores et déjà, j'ai fait juste un petit panorama à partir de ce qui existe. Hein. Ce n'est pas des choses que j'ai inventées, c'est des choses qui existent. Hein. Ce que sera peut-être le senior 2.0 à l'horizon 2040, hein, dans un habitat adapté avec des murs numériques interactifs, des systèmes de guidage, de localisation, de l'actimétrie, des mesures online de paramètres physiologiques, des jeux cognitivo-moteurs, des applis de méditation, un coach virtuel, etc. etc. C'est demain, ça. Et quoi qu'on en pense. Voilà. Mais après, on va quand même parler d'amour et de poésie avec Delphine, parce que hein, sinon, s'il n'y avait pas ça dans nos vies, ce serait un peu tristouné quand même. Il me fait toujours passer pour le monstre froid. Merci à vous.